Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette autre édition de Droit de Réponse, votre émission de débat et de décryptage des grands sujets parus dans la presse en semaine. Au centre de nos échanges ce dimanche, la question du coût et du dimensionnement des grands projets au Cameroun. Certains journaux ont en effet estimé cette semaine que le Cameroun s'endettait une fois de trop avec ces deux accords de financement qui lient désormais notre pays à l'Italie, accord de 138 milliards de francs CFA. Ces derniers accords devraient servir à la construction du complexe sportif de Lembe dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculines que va accueillir le Cameroun en 2019. C'est au moins le troisième accord de crédit octroyé au Cameroun en l'espace de quelques semaines après celui de 75 milliards de francs CFA par la Chine pour le don des ordinateurs du président de la République à la jeunesse camerounaise ou encore celui de 280 milliards de francs CFA octroyés par le même pays en fin juillet dernier pour servir à la construction de quelques infrastructures dans le pays. Autre sujet en débat ce jour, c'est celui relatif à la récurrence des litiges fonciers dans le pays. Il ne se passe pas une semaine sans que la presse en répertorie au moins deux sujets dans ce registre. Une récurrence qui a sans doute incité le ministère du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières à initier en début de semaine un séminaire sur le sujet à Yaoundé. La récurrence des litiges fonciers, comment comprendre? Ce sera également l'un des sujets abordés ce jour dans cette édition de Droit de Réponse. Et avant de clore cette émission, un arrêt sur cette autre information relayée par la presse en semaine. Il s'agit de la non-reconduction du contrat de la CDE, la Camerounaise des eaux. Et bien, d'après les journaux, l'entreprise marocaine cessera donc ses activités en 2018, après 10 ans d'activité au Cameroun. Quelques réactions de nos panélistes seront donc prises avant de sortir de cette émission. Et voilà donc le menu qui va nous accompagner ce dimanche. Mais avant, nous ferons un tour de revue de presse avec Flavien Ndongo pour comprendre comment est-ce que la presse a traité de ces sujets que je viens de citer. 3 sujets donc sur notre table ce dimanche. Les sujets donc sur lesquels nous allons revenir. Mais peut-être avant de prendre ces revues de la presse, nous allons d'abord présenter les panélistes qui nous accompagnent. Nous avons donc sur notre table de droit de réponse ce dimanche, M. Gabin Babagnac. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, tout le plaisir est le mien d'être ici aujourd'hui. Alors, je précise que vous êtes expert en stratégie de développement urbain, enseignant-chercheur. Oui, tout à fait. Nous avons également Maître Joseph-Claude Bilira. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, Maître. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, avocat au barreau du Cameroun, un peu habitué du plateau de droit de réponse quand même. Pardon? Un peu habitué de notre plateau. Oui, D'accord. Merci de vos invitations. Nous avons également M. Dikou Mbuncho qui sera avec nous ce dimanche. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Oui, merci et toute la joie me revient de participer à votre émission aujourd'hui. Nous sommes en joie de vous recevoir aussi. Vous êtes docteur en économie des projets. Et puis nous aurons naturellement notre consultant qui va nous rejoindre tout à l'heure, M. Edmond Kamga, qui sera donc avec nous tout au long de cette édition. Alors je pense qu'on peut finalement prendre cette revue de la presse que va nous présenter Flavien Ndongo ce dimanche. Nous allons parler de ces deux sujets principaux. Et le troisième qui concerne donc la non-reconduction du contrat de la Camerounaise des eaux qui devra donc cesser ses activités, je le disais, d'ici 2018. Bonjour à vous Flavien et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les téléspectateurs et bienvenue aux panélistes. Alors, cette revue de la presse, on l'a fait, deux sujets principaux et un troisième quand même tout aussi intéressant. Bien entendu, on va commencer par la dette. On sait que le Cameroun est un pays désormais très endetté parce qu'on l'a constaté au cours de cette semaine à partir de ce que la presse nous propose. D'ailleurs, après la dette de 75 milliards de francs CFA des ordinateurs chinois, aujourd'hui, le Messager nous apprend que Paul Biya vient une fois encore de contracter une autre dette. Cette fois, précise d'ailleurs le Messager pour la CAN 2019. C'est ce que nous apprend le journal. Donc, le rédacteur de l'article qui souligne que Paul Biya veut à tout prix un stade qui va porter son nom. Et de ce fait, donc, il a également contracté une nouvelle dette de pratiquement 138 milliards de francs CFA, venant notamment de l'Italie. Et il va falloir donc payer également une partie de cette dette aussi, selon le journal. Donc, c'est le ministre de l'économie, le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire qui a représenté le Cameroun et bien entendu en face les représentants de l'Italie pour signer des accords qui ont été faits d'ailleurs. C'était notamment le 16 août
dernier. Donc, entre-temps, le messager rappelle qu'on n'a pas fini de digérer la colère de ces 75 milliards de francs CFA qui concernent notamment les ordinateurs chinois. Et avec cela, le journal fait savoir par la suite que c'est la jeunesse camerounaise qui devra payer ces dettes-là, ces différentes dettes. C'est un peu ce que l'on relève pour ce qui est donc de ce premier sujet. Le second sujet également en débat ce dimanche concerne les litiges fonciers. On l'a constaté d'ailleurs dans les journaux cette semaine qui s'achève, avec notamment ce que la presse a pu relever, beaucoup plus la nouvelle expression qui nous apprend que donc un chantier de l'hôtel de ville de Bafoussam a été donc saccagé par les engins. D'ailleurs, on constate que le quotidien fait savoir que c'est donc une affaire qui règne entre le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam et le maire de la commune de Bafoussam Premier. Les deux ne s'accordent pas sur cette affaire de terre et on constate par la suite que l'espace querellé, selon le reporter, appartient à la commune et le délégué du gouvernement qui souhaite donc faire des affaires sur cet espace refuse de voir donc sortir de terre un hôtel de ville. Le quotidien Le Jour qui fait également le constat selon lequel les litiges fonciers sont récurrents explique que c'est donc le gouvernement qui est donc la cause des querelles observées à travers le pays depuis quelque temps. Le Jour fait savoir que les pouvoirs publics ont d'ailleurs triplé le prix du mètre carré de terre. Désormais, ceci donc avec la nouvelle mercuriale régissant de la valeur administrative des immeubles. C'est là donc un des éléments qui amène d'ailleurs chaque propriétaire terrien, comme on les appelle affectueusement, à protéger ce qu'il détient, d'où la récurrence des litiges fonciers au Cameroun. Le même journal précise que les contentieux relatifs donc aux litiges fonciers inondent aussi les tribunaux. Dans les journaux, les problèmes des litiges fonciers occupent des pages entières ou presque. Tout cela crée donc des tensions sociales, précise le quotidien Le Jour. Et également, le troisième sujet, vous l'avez évoqué, on va parler aussi de la CDE avec de l'eau potable. Comme vous le savez, l'eau c'est la vie, c'est ce qui est d'ailleurs dit très souvent. Et on constate que quand il n'y a pas de l'eau potable, les populations meurent. Le quotidien Le Jour relève que le contrat des Marocains ne sera donc pas reconduit, selon le journal. La Camerounaise des eaux, à 2 ans donc de la fin de son contrat, a formulé la demande pour renouveler le même contrat qui n'a donc pas été tout au moins accepté. L'État du Cameroun n'a pas trouvé mieux de reconduire le même contrat. Le reporter du quotidien Le Jour souligne que la présidence de la République voudrait revenir à l'ancien système, celui de mettre en place une structure typiquement camerounaise et même étatique qui devra tout faire pour satisfaire la demande des populations en eau potable. Du moins, ce qu'on lit également dans la presse, un audit vient d'être lancé à la Camerounaise des eaux pour voir clair sur cette situation. Le hebdomadaire Europe Plus demande pourquoi l'État ne voudrait pas donc renouveler le contrat de la CDE. À la suite donc de cette question, Europe Plus pense que le gouvernement camerounais s'embrouille seulement et que pour Europe Plus, c'est une sorte de danse bafia, aller de l'avant et faire 3 pas en arrière avec un seul pas en avant, bien entendu. Donc, aussi revenir à l'ancien système ne permet pas aujourd'hui de résoudre le problème des pénuries d'eau que l'on observe très souvent au sein de la population. C'est ce que le journal nous apprend et le journal pense que c'est une affaire de certains membres du gouvernement qui ne trouvent pas leur compte, qui créent chaque fois des situations du genre afin d'en amener aussi le Cameroun, ou tout au moins le chef de l'État, à prendre des décisions qui ne peuvent pas servir à la population. Merci Flavien pour toutes ces précisions et bon dimanche à vous. Meilleur à vous. Alors, puisque nous avons un peu commencé par un petit feedback en présentant déjà notre panel, nous allons donc peut-être entrer dans les sujets qui nous intéressent ce dimanche. Mais peut-être avant, messieurs, vous me permettez de prendre votre réaction sur une actualité de dernière minute. Il s'agit d'une autre attaque survenue ce matin à l'extrême nord du pays. 4 morts selon les dernières informations que nous avons de ce côté-là. Un kamikaze donc qui a fait exploser une bombe et qui a donc tué 3 personnes, dont le kamikaze lui-même. Alors, comment est-ce qu'on pourrait réagir à une première réaction comme ça, à chaud, à cette autre attaque qui arrive alors qu'on pensait l'extrême nord aujourd'hui dans la ville, dans une certaine accalmie? Gabin Babagna, quelle est votre réaction à cette autre attaque? Déplorable, tout simplement. Vraiment déplorable. C'est vraiment la démonstration de ce que cette guerre est vraiment asymétrique et nous ne pouvons que déplorer ça, véritablement. Mais il est quand même important de rappeler que cette guerre doit être menée à 2 niveaux, de mon point de vue, fondamentalement, au niveau, n'est-ce pas, militaire et au niveau économique, parce qu'en réalité, la question véritablement qui est cachée derrière, n'est-ce pas, ces attaques,
qui sont évidemment asymétriques, c'est de comprendre, de savoir comment on peut instrumentaliser la plupart du temps des jeunes pour des kamikazes, n'est-ce pas, pour aller lâcher des bombes à des endroits. On comprend bien qu'il y a un problème économique qui est lié, n'est-ce pas, à un changement de paradigme, qui est lié, n'est-ce pas, au mode de vie, à la qualité de vie, n'est-ce pas, de ces gens qu'on instrumentalise. Raymond Kamgia, une réaction à Edmond Kamgia, une réaction à cette attaque qui est survenue ce matin. D'abord, je dis bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé d'être encore sur le plateau, n'est-ce pas, ce dimanche. Au sujet de cette attaque, nous avons eu cette information très tôt ce matin. L'attaque est survenue dans la localité d'Omora. C'est un kamikaze, vraisemblablement en moto, n'est-ce pas, qui a fait exploser, n'est-ce pas, sa bombe et qui a tué au passage 3 personnes. C'est pour cela qu'il y a au total 4 morts. Effectivement, ce nouvel incident, ou cette nouvelle tragédie nous montre à souhait que la lutte contre Boko Haram n'est pas terminée du tout. Et qu'il va falloir redoubler encore de vigilance, de sorte que nos forces de sécurité soient encore plus vigilantes et veillent à ce que de telles situations arrivent de moins en moins. Maître Biligra, comment on pourrait réagir à cette autre attaque? Gabin Bamagnac le disait, peut-être aussi penser à une guerre à répondre de manière à penser peut-être au côté économique de la chose, trouver d'autres stratégies pour combattre l'insécurité dans cette partie du pays. Oui, mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même dire que hier, on nous a montré à la télévision, dans cette la télévision, qu'on décorait 4 personnes membres de comité de vigilance, justement. Comité de vigilance dans la zone de l'extrême nord. Est-ce pas la réponse du berger à la bergère? Est-ce que ces terroristes n'ont pas voulu nous montrer ou démontrer que malgré les espoirs célébrés par de ces personnes, de ces vigiles, des comités de défense, ils sont toujours présents. Et je dis oui. Le débat sur la cause de la guerre que nous mène Boko Haram est également économique, ça c'est une évidence. Mais seulement ce débat est beaucoup plus idéologique, il me semble. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on arrive à manipuler les gens, lorsqu'on arrive à faire ce qu'on appelle un lavage de cerveau, en leur parlant, en se basant sur la religion, en leur faisant croire, par exemple, que lorsqu'ils vont mourir en héros, ils iront au ciel, ils auront 12 vierges, etc., etc. Je pense que ça a beaucoup plus un impact, il me semble, que le côté forcément financier. Parce que lorsqu'une personne va s'exploser, elle gagne quoi? Elle serait morte. Mais c'est la précarité qui pousse au changement de paradigme. C'est la précarité qui pousse au changement de paradigme sur le plan idéologique, malheureusement. Alors peut-être, avant de quitter, pour sortir, vous pensez peut-être qu'il faudrait moins célébrer les victoires que l'on engrange de ce côté-là, quand vous parlez de ces... Il faut peut-être être discrètement, je crois. Parce que même en Europe, en France, on a eu ça. Dès qu'on a célébré une victoire, le lendemain, il y a eu explosion. C'est-à-dire ces djihadistes sont prêts à démontrer qu'il y a toujours des failles dans tous les dispositifs de sécurité, parce qu'il n'y a pas de risque zéro dans tous les cas. Bonjour, une réaction à cette attaque? J'ai eu une lecture relativement différente. Quand cette affaire de Boko Haram a commencé, notre réaction, la réaction du Cameroun, a été une réaction où le chef de l'État se met en avant et dit aux Camerounais, suivez-moi. Je pense que c'est une mauvaise démarche. Quand on est en guerre, c'est toute la population, c'est toutes les énergies qu'on mobilise pour lui faire face à la guerre. Comment ça aurait dû se passer, par exemple? Comment ça aurait dû se passer? Ça commence par les institutions. Notre président a déclaré la guerre et pas allé à l'Assemblée. Ce n'est pas bon. Les populations ne se sont jamais associées, sinon que des manifestations à m'as-tu vu? Il faut donner de l'argent ici, il faut... et cela ne mobilise pas les populations pleinement contre cela. Vous pensez que les populations ne sont pas très solidaires de ce qui se passe à l'extrême nord du pays, par exemple? Non, j'ai dit, il y a un an, quand on entrait ici, il y avait le contrôle. Il n'y en a plus. Pourquoi? Il y a un relâchement. Parce que Boko Haram est moins présent. Nous ne sommes pas suffisamment mobilisés par rapport à cette guerre-là. Elle semble être la guerre des autres. Et bon nombre de choses qui nous arrivent,
on parlait d'autres sujets tout à l'heure, on va retrouver le même fil conducteur, où les populations ne sont pas associées à la gestion du pays. Très bien, merci à vous d'avoir réagi à ce sujet. Certainement que nous en reparlerons dans d'autres éditions. Je disais, c'est une actualité des dernières minutes. On va donc aller avec les sujets qui nous concernent ce dimanche, ce qui était prévu. On parlait donc de ces coûts des grands projets au Cameroun. 2 autres accords de crédit à hauteur de 138 milliards ont été signés en semaine entre l'État du Cameroun et une banque italienne pour le financement du projet de construction du complexe multisport de Lembe. Des accords qui interviennent quelques semaines seulement après 2 autres, au moins du même genre. 15 milliards de francs CFA pour l'octroi de 500 000 ordinateurs à la jeunesse universitaire, et puis un autre accord de 280 milliards avec la Chine pour une fois encore des constructions, des infrastructures dans le pays. Edmond Kamga, le Cameroun est engagé quand même dans la préparation de 2 grands rendez-vous sportifs, la Coupe d'Afrique des Nations féminines cette année, la Coupe d'Afrique masculine à partir de 2019. Alors on annonce la construction d'un complexe sportif comme Olembe, et la presse estime que le Cameroun s'endette trop. C'est une logique, construire une infrastructure sportive en cette période. Alors comment comprendre cette réaction de la presse ? D'abord, il faut dire en soi que l'endettement n'est pas une mauvaise chose dans un pays. Parce qu'il faut s'endetter pour pouvoir réaliser un certain nombre d'objectifs, y compris les infrastructures sportives et dans d'autres domaines, en soi. Mais maintenant, l'endettement, en ce moment-ci, dans le contexte actuel, j'allais dire d'abord à quelques mois, n'est-ce pas, de la CAN féminine et à presque 3 ans de la CAN masculine, d'abord, je trouve que ça arrive un peu trop tard. En 3 ans, je ne suis pas certain que la plupart de ces grands projets seront menés à bien, en tenant compte des autres projets précédents qui ont été réalisés ou engagés dans ce pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est lié, comme je le disais tantôt, au contexte. Et les pays partenaires du Cameroun, on voit l'omniprésence de la Chine depuis un certain temps. Et tu le citais très bien, il y a d'abord eu cet endettement sur la question des ordinateurs qu'une certaine presse a présenté comme étant un don, mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un prêt, un endettement. Il y a le cas des 138 milliards, n'est-ce pas, pour le complexe multisport d'Olembe. C'est un très bon projet. J'espère seulement que ça a été très bien négocié, parce que le Cameroun a ceci de particulier que ceux qui négocient, ceux qui sont à l'avant-garde dans la négociation, ne sont pas souvent les meilleurs négociateurs. On n'a pas... Très souvent, c'est les fonctionnaires qu'on met à l'avant. Tous les fonctionnaires ne sont pas forcément des bons négociateurs. On peut avoir des cabinets, des experts camerounais qui soient capables de bien négocier au nom de l'État du Cameroun. Très souvent, ces gens-là ne sont pas associés. Et ça, c'est déplorable. Parce que si on rentre dans les contours de ces accords, il est fort probable que l'on réalise que dans ces accords, comme dans d'autres accords précédents, le Cameroun ne s'en sort pas à bon compte. On voit dans des secteurs stratégiques, on reviendra quand on parlera, n'est-ce pas, de le cas de la CDE, la raison pour laquelle l'État ne veut pas reconduire le contrat. C'est pour dire que peut-être que le gouvernement du Cameroun commence à tirer les leçons, n'est-ce pas, de ses engagements au niveau de ces contrats avec les partenaires étrangers. Mais je dis, ces contrats qui arrivent aujourd'hui arrivent un peu tard par rapport aux objectifs. Parce qu'il faut signer des contrats suffisamment à temps pour se donner le temps, au cas où toutes les parties prenantes, les entreprises associées n'ont pas réalisé dans les délais, qu'on ait le temps de faire appel à d'autres partenaires ou à d'autres entreprises pour finaliser et achever, n'est-ce pas, les réalisations en cours. Donc, ce sont ces manquements-là, c'est tout ça qui amène la presse à s'interroger, à se demander d'abord pourquoi maintenant, pourquoi ces montants-là et pourquoi ces partenaires-là. D'accord. Alors, dis-moi, bonjour. La presse annonce avec 2 accords du Cameroun avec la Chine, accord de financement, en l'espace d'un mois, de l'autre, je fais un calcul rapide, de 355 milliards de francs CFA, plus 138 milliards, maintenant en moins d'un mois. Pour le commun des mortels, ça semble énorme, ces prix, ces taux-là. Mais pour l'économiste que vous êtes, est-ce que ça pose problème quand même, tous ces montants en moins d'un mois, ces accords de financement? Je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut analyser l'endettement. Comme M. Kamga a dit, l'endettement fait partie d'un parcours normal pour les individus, les entreprises, les États, pour financer leur activité.
Qu'est-ce qui fait problème? Ce qu'il faut se poser comme problème, c'est quand on s'endette, on va rembourser comment? Quand on pose la question aujourd'hui à l'État du Cameroun, donc l'essentiel des signaux sont rouges. Cela veut dire que de manière structurelle, notre commerce extérieur est déficitaire. Il faut trouver des financements pour cela. Ça fait 10 ans que ça dure. Au niveau du budget de l'État, il est lui-même déficitaire du fait de la baisse des prix du pétrole et d'un certain nombre d'autres produits sur lesquels les pouvoirs publics comptent pour leurs recettes. Alors, quand on voit que du côté recettes, ça ne va pas et qu'on continue à s'endetter, il y a à peu près 5 mois, la DG du FMI était au Cameroun. Elle a donné le conseil en disant que, attention, si vous empruntez, allez vers des prêts concessionnels. Ça coûte moins cher. Et dans cette affaire du stade Olympique, on parle du prêt chinois. Oui. Mais la partie camerounaise, Italien. non, je dis, la partie que le Cameroun, parce que dans un prêt, il y a les fonds propres. Ouais. Oui. Et les fonds propres du Cameroun, c'est UBA et BZF qui les donnent. 120 milliards. Ça s'est passé presque en silence. Ça veut dire que dans ce projet-là, l'État n'a rien en main. Alors, comment envisager un projet aussi énorme quand on n'a rien? D'accord. Alors, Gabriel Mpamagna, justement, c'est la question. Mais est-ce que ce n'est pas également le passage obligé quand on s'engage à recevoir des rendez-vous sportifs comme la CAN 2019? Il faut bien des infrastructures. Il faut bien mettre en place des choses pour ce grand rendez-vous. Est-ce que ce n'est pas un passage obligé pour le Cameroun aujourd'hui, ces accords de financement, ces crédits qu'on nous octroie? Bien évidemment, c'est un passage obligé. Rappelons quand même que le sport, particulièrement le football, a apporté beaucoup de bonheur à ce pays. Donc, fondamentalement, je pense que c'est une meilleure récompense qu'on puisse apporter à cela. Et rappelons que nous sommes dans un pays en voie de développement qui veut se développer. Donc, par conséquent, il faut emprunter. Il faut emprunter. Mais sauf que les insuffisances en matière de gouvernance et les dysfonctionnements de l'appareil de l'État se mettent plus en exergue sur quelque chose de fondamental dans ce pays, la qualité de la dépense. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est bien pour les générations futures, c'est bien pour nous. Sauf que quand on questionne donc ces dépenses-là, on se rend compte qu'il y a un problème fondamentalement, la qualité de la dépense. Je pense que de mon point de vue, c'est le plus grand mal du Cameroun, qui est en réalité une conséquence parce que, comme disait le journaliste tout à l'heure, celui qui engage la dépense aujourd'hui est mis en exergue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'ingénierie managériale, l'ingénierie, n'est-ce pas, la conceptuelle et opérationnelle des projets pose des problèmes, c'est-à-dire celui qui conçoit des projets, celui qui pose des problèmes. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, la qualité de la dépense, c'est le mal du Cameroun fondamentalement. À côté de ce projet-là, je vais juste énumérer quelques autres projets qui ont des différentes grilles de lecture. Alors, quand on vous dit 15 milliards, 50 000 ordinateurs. Vous comprenez bien que c'est une initiative, 500 000 ordinateurs, c'est une initiative louable, fondamentale. C'est à applaudir, mais sauf que quand on regarde donc cette initiative, on rend compte qu'il y a un problème fondamentalement. Vous ne pouvez pas payer 75 milliards de francs pour importer des ordinateurs. Vous installez une unité de production avec l'avantage qu'il y a un passage de technologie, une transmission de technologie, une production locale qui génère des ressources, qui crée de l'emploi, etc., et qui fait en sorte que les étudiants qui se spécialisent, n'est-ce pas, ont donc un champ d'application, un champ d'applicabilité véritablement. Donc, ça pose des problèmes. Quand on vous dit 1,5 milliard, 24 athlètes, nous sortons des Jeux olympiques. Vous comprenez bien qu'il y a un problème qui se passe à ce niveau-là. Vous voyez, en architecture, la plus grosse règle, c'est la proportion. La proportion. 24 athlètes, 1,5 milliard. Ça pose des problèmes. Ça, c'est encore des problèmes de qualité des dépenses. On vous dit 9 milliards de francs pour une étude de faisabilité d'une Assemblée nationale pour laquelle les études ont été réalisées. Je vous rappelle qu'à l'initiative, c'est un parlementaire qui a conçu le projet de la seconde initiative. Le projet est bouclé, il faut justement de l'argent. On dit, bon, voilà, on allait prêter de l'argent à la CIgne. 9 milliards pour une étude de faisabilité. Alors, on vous dit,
En 2009, on débloque 25 milliards de francs pour construire 1675 logements projet pilote Olembe et Banga Bakoko. 5 ans après, 240 logements et les 25 milliards sont épuisés. Encore la qualité de la dépense. On vous dit, au stade de Bafoussam, 20 milliards. Alors la particularité de ce projet, c'est que 20 milliards, pourquoi? En réalité, c'était 17, mais 20 milliards parce que la fondation, la consolidation de la fondation a coûté 3 milliards. C'est-à-dire que vous comprenez bien que, écoutez, vous voyez le rapprochement. C'est-à-dire que la question, c'est de dire pourquoi consolider une fondation à 3 milliards que d'aller chercher un autre site pour réaliser le même projet, 3 milliards pour un site. Alors, donc, vous voyez, laissez-moi finir mon cheminement, vous allez comprendre véritablement de quoi il s'agit. Alors, on vous dit... on construit un siège pour le FECOM dans une zone vraiment pas urbanisée du tout, 10 milliards. Alors la question se dit d'abord, c'est quoi l'urgence? Le FECOM a une institution, un siège déjà qui soit... Ouais. Pourquoi 10 milliards? C'est l'argent des communes, 10 milliards. Pourquoi? Dans quelle zone? Parce que voyez-vous, quand on parle de projets, des grands projets comme ceux-là, en réalité, c'est des projets qui doivent constituer la vitrine d'une ville. Quand on rentre à Yaoundé, vous avez vu l'immeuble de la Caisse autonome d'amassissement, etc., etc. C'est à ces endroits qu'il faut poser ce type d'arrangement. Donc, vous voyez, une fois de plus, nous sommes encore à ce qu'on appelle la qualité de la dépense. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'initiative qui est mauvaise, mais c'est le dimensionnement et le coût. Et ça renvoie donc à qui conçoit ces projets, c'est-à-dire l'ingénierie nécessaire à la conception de ce projet. Parce qu'on comprend bien que, fatalement, il n'y a pas de l'intelligence derrière ce projet. Parce que, écoutez... D'accord. Maître Bilika, une réaction à tout ce que vient de dire Gabin Babagnac. Le problème, c'est peut-être pas... ces projets, c'est peut-être pas de s'endetter, mais peut-être la qualité, comme disait, les coûts. Il a cité déjà, il y a aussi cette affaire de stade qui revient. La presse est revenue sur la question des stades au Cameroun que l'on va faire à l'autre de 138 milliards, qui ailleurs ont coûté 6 fois, 4 fois moins. Comment comprendre? Comment comprendre? Ceux qui signent les contrats peuvent répondre plus facilement à cette question. Peuvent répondre à cette question, soit qu'ils doivent avoir des réponses. Par contre, moi, je voudrais un peu revenir sur une chose, sur ce que le docteur Mbonjo a évoqué. C'était la question du remboursement. Elle non plus, elle n'est pas... Oui, on n'en parle pas beaucoup. Edmond l'a un peu évoqué également en disant à tout le monde, nous sommes d'accord pour dire que les banques, ce n'est pas de la philanthropie. Quand on vous donne de l'argent, c'est parce qu'on sait qu'on va se faire rembourser. Ouais. Si vous se fait rembourser, on prend des garanties. Donc je pense que le Cameroun est crédible. C'est pour cette raison qu'on lui fait confiance en lui donnant des prêts et que ceux qui sont partis, ces banques-là ou ces institutions, savent sur quoi compter pour pouvoir se faire rembourser. Le seul risque qu'il faut éviter, c'est ce qu'on a vécu dans certains pays d'Afrique, comme la RDC, où on a hypothéqué pratiquement l'avenir du pays avec des contrats avec des Chinois qui étaient basés sur le minerai. C'est-à-dire sur l'exploitation minérale des minéraux sur une période assez déterminée, ça crée pas mal de problèmes dans ce pays-là. Donc moi je pense que le fait que nous puissions faire des emprunts pour pouvoir financer notre développement n'est pas mauvais. Maintenant, comme l'a dit M. Babagnac, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, ne serait pas plus prudent qu'il y ait, comme l'a dit, une ingénierie pour que, en fait, les montants qu'on nous présente ne soient pas surévalués, qu'on n'ait pas l'impression qu'ils sont surévalués. Il a évoqué ce problème de stade, là, où tout récemment, encore, on avait ce problème des avions chinois. Entre ceux qui ont été vendus au Cameroun, ceux qui ont été vendus au Congo-Brazzaville, on a eu l'impression que ce n'étaient pas les mêmes fabricants des Chinois, de l'avion, etc. Donc, je pense que c'est là il y a véritablement un problème. Pour me résumer, c'est bien que nous puissions financer le développement à travers les emprunts. Nous tous, nous sommes obligés de passer par là. Ceux qui nous donnent ces prêts savent que nous pouvons payer ou on prend des précautions pour pouvoir être remboursés. Seulement, il ne faut pas que ce remboursement ait pour effet d'hypothéquer l'avenir de nos enfants. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Avant de parler, je voulais vous demander, c'est quand même un point positif de savoir que le Cameroun peut emprunter aussi facilement. Ça dénote quand même certaine confiance avec nos partenaires, si on peut dire si. Parce que dans la presse, on estime que, par exemple, la Chine est devenue un pays qui emprunte un peu trop, le Cameroun va un peu trop chercher de l'argent. C'est peut-être un point positif de savoir qu'on peut facilement avoir de l'argent comme ça. Peut-être que nous sommes crédibles aussi. Mais, nous sortons d'une expérience assez pénible.
À ce niveau-là, je ne suis pas d'accord avec Maître. Parce que 1986, c'était seulement il y a 30 ans. C'est là où nous sommes allés au FMI. Les gens nous prêtaient. Et du jour au lendemain, ils nous ont dit, vous êtes incapable de rembourser, il faut aller au FMI, et vous savez ce que ça a coûté au Cameroun. Tout à fait. C'est la même génération de dirigeants que nous avons aux affaires, qui a fait 86, qui est en train de faire le plongeon à nouveau. Si nous continuons à lui dire, oh, tant qu'on vous prête, c'est bien, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Parce que le problème de l'emprunt, ce n'est pas seulement les garanties. C'est la continuité d'exploitation, c'est comme ça que les comptables disent. S'assurer que le pays va continuer à avancer. Or, nous avons passé 25 ans à genoux. La petite industrie que nous avions au Cameroun, en 1980, s'est effondrée complètement. Parce qu'il fallait serrer pour payer les dettes. Donc pour vous, c'est pas du tout positif. Nous sommes en train de prendre un mauvais chemin. Il a dit, la conception des projets est mauvaise, la négociation des financements est mauvaise, l'exécution des projets est mauvaise. Donc, il faut que nous nous arrêtions et que nous mettions en place un mécanisme plus sérieux de gestion de notre pays, avec le contrôle des populations et des instances secondaires qui existent. Ça veut dire que les mairies doivent être capables de contrôler les projets que l'État fait pour eux, pour elles. Donc, si on ne crée pas ces mécanismes-là, on entre dans une histoire où, le type qui décide à Yaoundé, il signe du papier, on a vu, je me souviens, début des années 80, Mbouye était ministre de l'Éducation nationale, a créé un lycée en Mbopi. De Mbopi, oui. On a désigné les proviseurs et tout ça. Ça a l'air de rien, mais il faut se souvenir comment les dirigeants décident d'un certain nombre de choses. Ils n'ont pas les moyens, mais pour des raisons de propagande, ils créent des choses. Souvent, on met de l'argent dedans, et personne ne sait où ça va. Oui, je partage, n'est-ce pas, les développements de M. Dikoumé Mbonjo pour dire qu'en réalité, il pose deux grands problèmes que je résume en termes de gouvernance, mais aussi en termes de poursuite du mécanisme ou de ce que j'appellerais globalement renforcer et réaliser la décentralisation. Parce que d'abord, au niveau de la gouvernance, on se rend bien compte. Au niveau, comme il a si bien dit, et je le notais au début de mon propos, que la plupart de nos contrats sont très mal négociés. Au-delà de la mauvaise négociation, il y a d'abord en amont la mauvaise conception, M. Babagnan le disait, et puis on se rend bien compte que même quand on obtient ces financements-là, la réalisation ne suit pas dans les normes, ni dans les normes, ni dans les délais. J'ai dit donc ça pose un problème de gouvernance, pour dire qu'en réalité, le gouvernement n'a pas tiré les leçons du passé. Parce que 30 ans après, n'est-ce pas, ce grand plongeon qui nous a conduit à vivre le côté néfaste du plan d'ajustement structurel, qui avait à peine une dimension sociale, on se rend bien compte que ces nouveaux engagements à l'international que le Cameroun prend, quelles sont les garanties? Qu'est-ce qui nous rassure que ce gouvernement, ou alors le nouveau régime qui pourrait s'installer dans le cadre d'une alternance, sera capable, j'ai dit capable financièrement de rembourser? Qu'est-ce qui nous garantit? On n'a aucune certitude. Tout au plus, on nous dit aujourd'hui qu'il y aura l'émergence, on annonce à l'horizon 2035. Mais les étapes qui conduisent à une émergence doivent être lisibles et traçables. Aujourd'hui, aucun membre du gouvernement, y compris son porte-parole, ne nous rassure que voilà ce qui est fait, à tel ou tel horizon, à telle ou telle étape, dans la perspective de 2035. Je vous assure, si Dieu nous prête vie, peut-être qu'en 2035, il n'est pas certain que l'on soit émergent, parce qu'il n'y a pas de lisibilité, il n'y a pas de traçabilité. Pour terminer, la décentralisation. Il faudrait achever le processus de décentralisation, parce que les collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes, et surtout les régions,
qui n'existent pas encore. Je ne parle pas des régions en termes de provinces, des anciennes provinces sont devenues des régions. Je veux parler des conseils régionaux qui n'ont pas encore été élus. Parce que ce sont des partenaires. Les communes et les conseils régionaux sont des partenaires décisifs dans le développement de nos régions. Et ces structures-là, le transfert des compétences, des financements, tous les transferts n'ont pas encore été réalisés de manière à ce que l'exécutif communal soit fort. Parce que c'est dans la décentralisation effective que le Cameroun pourra réaliser un certain nombre de choses. Très bien. Gabriel Magnac, justement, vous avez évoqué la question. Pourquoi ce flou dans les mécanismes de remboursement de ces prêts? Pourquoi on n'en parle pas? Comment est-ce qu'on pourrait comprendre ce flou qu'entretient un peu le gouvernement? On est au courant des montants qu'on a comme crédit. On n'est pas très souvent au courant des appels d'offres, parfois. Mais pourquoi au niveau des remboursements, on n'est pas clair? Oui, tout à l'heure, je parlais de la qualité de la dette, de la qualité, n'est-ce pas, de la dépense, mais en amont, il faut questionner la qualité des politiques d'endettement. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas des meilleures politiques d'endettement. Par conséquent, on n'a pas une bonne gestion de la dette fondamentalement. Parce que, voyez-vous, pour faire référence un peu avec la coopération avec la Chine, je crois c'est tout un débat. Et je crois que c'est un débat qu'il faudra poser le moment venu parce que, voyez-vous, on parlait de la dette tout à l'heure. Alors, les critères d'éligibilité à la dette, à la demande financière internationale reposent sur un ensemble de critères objectifs qui, malheureusement, ces 30 dernières années ont été boutés de côté avec l'avènement de la Chine qui, elle, s'est positionnée, n'est-ce pas, sur une garantie de son point de vue qui la convient, qui s'appelle les garanties souveraines. C'est-à-dire qu'au-delà de tous les indicateurs économiques que le Cameroun, un pays peut avoir, un pays d'Afrique peut avoir, elle verse son dévolu sur les garanties souveraine, c'est-à-dire cette idée d'engager l'État sur, n'est-ce pas, un ensemble de choses dans le temps fondamentalement, au détriment, n'est-ce pas, des générations futures. Et donc, voilà les conditions que la Chine a mis sur la table et que tous les pays d'Afrique adhèrent fondamentalement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'est plus question aujourd'hui de dire, bon voilà, quel est le niveau de la démocratie, quel est le niveau, n'est-ce pas, des droits de l'homme, etc. La Chine a introduit une donne qu'il faut questionner au jour d'aujourd'hui, parce que voyez-vous, tous ces projets qui sont critiqués aujourd'hui sont des projets en relation directe avec les financements chinois. C'est-à-dire, vous voyez bien que... C'est vrai qu'Olembe, c'est italien. Oh, c'est italien. Non, bon, pour moi, Olembe, je n'en parle pas encore, parce que c'est une annonce. Oui, il faut voir les choses. Hein. La critique pour la critique, elle n'est pas positive. Moi, tout à l'heure, j'ai cité des projets qui sont déjà réalisés. Donc, on peut questionner, critiquer ce qui existe déjà, mais on ne peut pas questionner déjà une initiative, n'est-ce pas, de l'autorité suprême, fondamentalement. Donc, voyez-vous, l'absence des meilleures politiques, des insuffisances en matière de politique d'endettement et de la gestion de la dette pose donc ce genre de problème, et le résultat donc c'est qu'on n'a aucune lisibilité, aucune visibilité sur les dettes qu'on fait. Au-delà de ça, on n'a pas une contre-expertise nationale qui permet donc de regarder, de revoir ce genre de choses. C'est juste une image. Hein. Je parlais tout à l'heure du stade de Bafoussam. Voyez-vous, est-ce que vous savez qu'on nous a vendu le stade de Limbe et le stade de Bafoussam sans guichet? Clairement, sans guichet. Il a fallu que les bureaux d'études de contrôle exigent à ces Chinois de mettre... La réponse qu'ils donnaient, c'est que, mais non, écoutez, on est en 2016. Aujourd'hui, c'est sur Internet qu'on achète les guichets. Voyez-vous, c'est une image assez forte. Voyez-vous, vous achetez un projet qui n'est pas endogénisé. C'est-à-dire que le promoteur et le constructeur vous disent, écoutez, mais c'est pas possible, moi j'ai prévu des chats parce qu'on est en 2016, en Chine, on achète les billets sur Internet. Vous imaginez, c'est une image pour que vous compreniez exactement de quoi il s'agit. Donc, quand on a dit ça, on comprend bien qu'il y a un problème au niveau, n'est-ce pas, des politiques publiques, de la gestion de la dette et surtout l'ingénierie nécessaire, n'est-ce pas, sur le plan conceptuel que sur le plan pour mener à bien ces projets fondamentalement. Je vous disais qu'un pays qui veut se lever a vocation à s'endetter. Ce n'est pas là le problème. Je crois que le Cameroun a suffisamment de ressources pour rembourser ses dettes. Le problème, c'est au niveau de la gouvernance fondamentalement, au niveau de la façon dont on gère, on met en route, on suit et on évalue ces projets. Voyez-vous? Et un État qui se respecte a une approche de moins-disance par rapport au projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une collectivité comme un État, quand elle décide de s'engager, elle s'organise pour que ça soit moins coûteux. C'est une obligation, c'est un impératif, n'est-ce pas, de développement et de souveraineté. Maître Bidika, vous êtes tous d'accord sur ce plateau, il faut s'endetter pour se développer, mais développer, ce n'est pas une vraie chose. Sauf que pour le cas de Cameroun, par exemple, il y a
des dettes qu'on contracte sans avoir déjà le projet en tête. La Banque mondiale, là, dans une des publications, a fait savoir que le Cameroun avait mobilisé beaucoup de fonds, beaucoup de milliards pour des projets qui n'étaient même pas encore, qui n'existaient pas encore. Comment comprendre cette propension à s'endetter? On doit s'endetter, vous le reconnaissez, mais quand même, quand on s'endette pour des projets dont on n'a pas encore idée, ça pose problème. Oui, ben, je voudrais vous croire que la Banque mondiale a dit on s'endette sans avoir des projets concrets. Des projets concrets, mais moi, ça me semble généralement difficile parce que lorsque c'est-à-dire on a des idées de projets, mais les projets ne sont pas encore, on n'a pas encore besoin d'argent. Et l'argent est là, on commence parfois à payer des intérêts. Ça, c'est la Banque mondiale qui le dit, c'est pas moi. C'est la Banque mondiale, peut-être que je veux croire, mais moi, ça me semble un peu gros comme méthode. Parce qu'en réalité, il faut d'abord qu'il y ait un projet qui soit bien ficelé avant de pouvoir chercher des financements. Je voudrais également dire que, je suis quand même content. Mais si je peux juste dire quelque chose, hein, et voilà un autre mal, n'est-ce pas, de notre projet, c'est-à-dire qu'en réalité, très souvent, on part d'une idée de projet à la réalisation. Il y a une étape intermédiaire. Il faut faire d'une idée de projet un projet. Oui, et pour passer d'une idée de projet à un projet, il faut d'abord ce qu'on appelle le cadre normatif. Oui. C'est ce qu'on enseigne en master. Okay. Comment, avec qui, dans quelles conditions et au profit de qui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette société... Vous reviendrez là-dessus, M. Boyer. Allez-y, mais... Je dis, parce qu'on est avec les experts, ça devient très compliqué. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai suivi beaucoup de choses. Je suis d'accord avec Dr Mbondio, du coup, Mbondio, sur le fait qu'il faut pas, que nous devons apprendre de nos erreurs. Ouais. En disant qu'en 1986, nous sommes arrivés dans un programme d'ajustement structurel. Mais je voudrais quand même dire, pas pour relativiser, mais pour dire que nous n'étions pas les seuls. C'est pratiquement tous les pays, c'est là où on parle de la notion de village planétaire, c'est tous les pays pratiquement qui ont été dans la même situation. C'est pas parce qu'on est nombreux à se qu'on a raison aussi. Non, c'est pas ça. C'est ça que je parle du village planétaire. Je veux dire, en fait, on a comme l'impression que nous avons toutes nos économies s'entrelient. Ce qui se passe là-bas a le même impact ici. Lorsqu'on parle d'émergence, on parle du Cameroun, on parle du Congo, de la même chose, on parle du Gabon, de l'émergence. On parle de la Côte d'Ivoire de l'émergence. Les dates sont différentes. Donc en fait, sont différentes, sont peut-être là dans le même village, comme je l'ai dit. La deuxième chose sur laquelle je voudrais, ça je ne suis pas totalement d'accord, c'est cette histoire de décentralisation. Nous tous, on rêve de la décentralisation. Ah oui, il faut. Mais au jour d'aujourd'hui, dès qu'elle est opérée, elle nous fait plutôt régresser. Regardez le taux d'exécution des besoins d'investissement public. Ces taux sont très bas, curieusement, à cause des CDD, des communautés territoriales décentralisées, et puis exactement les mairies, dans l'exécution des projets. Si! Et ça bloque la responsabilité. C'est quoi le problème? La compétence, qu'est-ce qu'il faut? Tout à l'heure, il a évoqué le problème de transfert de ressources, mais en parlant beaucoup plus de ressources financières. Non. Il y a le transfert, le vrai problème, c'est le transfert des ressources humaines. Parce qu'il n'y a pas de l'expertise humaine dans les communes. Dans les communes. C'est la réalité. Je le dis, je le dis en ma double qualité de conseiller municipal et de membre du BIP, Bureau d'investissement public, depuis 10 ans. C'est le véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont soumis, qui ont été transférés dans les communes, qui ont des difficultés à être exécutés du fait, je ne vais pas dire de l'incompétence, mais du fait du manque des personnes qualifiées pour pouvoir suivre ces projets. Donc je veux dire que et c'est pour cette raison que lorsqu'il faudra peut-être mettre des conseils régionaux, il faut que ce problème soit réglé, que ce ne soit pas seulement un problème financier. C'est pour cette raison que le programme national de développement participatif a commencé dans un premier temps à aider ces communes en faisant ce qu'on appelle les plans de développement communaux, en participant à la formation des gens, en allouant une certaine somme au recrutement des ingénieurs et autres dans des communes. Aujourd'hui, ça commence à aller de mieux en mieux, mais je vous assure, pendant longtemps, c'était difficile que ces projets soient réalisés. Ça reste insuffisant. C'est insuffisant, Maître, on a bricolé. Mais je vais revenir. Vous n'êtes pas d'accord? Non, vous voyez, je rebondis parce que je boulonne, parce que je me fais le plaisir de découvrir la casquette politique, n'est-ce pas, de Maître, mais j'ai envie de dire que, comme tous ces camarades du RDPC, ils n'ont pas compris ce que c'est que la décentralisation. Je suis désolé, Maître. La décentralisation, je vous assure, c'est un instrument de développement indispensable dans notre pays. Sauf qu'on ne la comprend pas. On reste dans la philosophie. On reste dans la philosophie. Et j'ai envie de vous dire avec force que aucun État central au monde n'est en capacité de développer un citoyen dans une citoyenne. Ce n'est pas possible. Il est très loin, n'est-ce pas, des réalités, n'est-ce pas, de ce citoyen-là.
Le développement d'un citoyen passe par la décentralisation. C'est quoi la décentralisation? La décentralisation, c'est cette idée de confier le pouvoir à un citoyen dans une localité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décentralisation doit être comprise comme une situation qui veut que le citoyen dans une ville soit à la fois le bénéficiaire et l'acteur de son propre développement. Donc, quand il parle d'insuffisance en matière de ressources, de la suprastructure et tout, vous comprenez bien qu'ils sont très loin de la compréhension opérationnelle de la décentralisation. Non, vous êtes dans la théorie, moi je suis dans la pratique. Non, moi, c'est moi qui est dans la théorie. Dans la pratique. C'est vous qui êtes dans la théorie. Je vous donne un exemple simple. Oui, allez-y. Je vous donne un exemple simple. Allez-y. Chaque année, oui, on publie le cahier, on appelle ça, le journal des projets, dans les journaux, dans les mairies, pour que les citoyens s'approprient les projets qui sont réalisés dans leur commune. Et pour pouvoir suivre, même s'ils ne sont pas membres, s'ils ne sont pas conseillers municipaux ou quoi, pour pouvoir suivre les réalisations. Dites-moi un seul ou bien deux citoyens qui l'ont fait dans leur... Personne ne le fait. Personne. Mais ça pose un autre problème. Laissez-moi continuer. Personne ne le fait. Je vais un peu plus loin. Et dans le cadre d'amener, dans le but d'amener des projets vers les citoyens, le Premier ministre a pris il y a, je crois, 3 ans, un test dans lequel il créait des comités d'arrondissement de suivi des budgets d'investissement public. Et on leur allouait à chaque comité 1 million de francs par commune, je veux dire, qui a pour rôle d'aller c'est-à-dire d'une manière de proximité vers des projets. Je vous assure, à Douala, je veux dire, dans le littoral, je sais pas s'il y a eu 5 communes qui ont pu tenir en 3 ans une seule réunion. Le problème n'est pas à ce niveau, monsieur le délégat. Mais c'est ces personnes, non, le problème c'est ces personnes qui sont des citoyens. Permettez-moi. Juste une seconde. On reviendra tout à l'heure. On va sortir de ce sujet bientôt, donc rapidement. J'ai deux précisions que je voudrais apporter. Maître semblait douter de l'information que vous avez donnée par rapport à la Banque mondiale. Oui. L'actualité nous a donné un exemple là. On a créé la société de transport d'électricité. On vient à peine de désigner ses dirigeants, ses organes dirigeants. Et là, je crois que c'était mardi, on a dit que le projet est évalué à 980 milliards. Qui évalue ça? Les organes ne marchent pas. Bon, voilà, et on va galvauder dessus, commencer à chercher le financement. Alors là, pour revenir à la solution viendra peut-être vous pensez aussi que la solution viendra de la décentralisation? Je pense que la décentralisation est une bonne démarche. Et je suis d'accord avec M. Ovania pour dire que la démarche que le pouvoir actuel utilise est une mauvaise démarche. Et les exemples que M. a donnés montrent bien. C'est-à-dire que si les personnes ne sont pas impliquées, dans l'élaboration des projets qui sont bons pour eux, ils vont pas aller contrôler les projets qui ne les intéressent pas. Moi, j'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau. On me dit qu'il y a un projet de sable quelque part là. Qu'est-ce que j'en ai foutu? C'est sur ce point que je veux abonder. Pour dire, non seulement pour que le processus de décentralisation fonctionne à merveille, il faut que les populations s'approprient. D'abord, que l'État fasse sa part à travers tous les transferts qui existent dans la loi sur la décentralisation. Il faut effectuer tous les transferts possibles, ressources humaines, les fonds, les financements, les compétences sur le plan matériel. Et il y en a, toutes ces compétences-là existent au niveau des populations des communes. Je dois dire ici, et ça c'est important, l'autre côté, c'est que les populations ne peuvent s'approprier un projet dans une commune que lorsque dans son élaboration, dans sa conception et son élaboration, on a tenu compte de leur avis. Il faut que les populations soient concernées, c'est-à-dire qu'on les a associés à travers ce qu'on appelle le développement participatif. On leur dit quels sont vos besoins, c'est-à-dire le maire, l'exécutif communal et l'ensemble des conseillers municipaux rentrent au quartier, c'est-à-dire entrent dans les quartiers, maison par maison, et demandent aux populations quels sont vos besoins, et réalisent et constatent elles-mêmes que voilà, il y a un problème d'adduction d'eau, il y a un problème d'électricité, il y a un problème de tel ou tel registre. Et c'est à partir de ces besoins-là qu'on élabore un projet qui les concerne. Et je vous assure, les populations vont suivre l'évolution
et la réalisation de ce projet jusqu'au bout. Il ne bien, suffit pas seulement de les définir, de délibérer, et puis leur dire ils ne suivent pas. Merci, Edmond, on va sortir par là. Juste un mot. Oui, juste un un mot pour mot. sortir. Il y a un préalable à l'implémentation de la décentralisation. On renvoie donc à la qualité du vote. Tout à l'heure, M. Biliga a posé des problèmes factuels, il a raison. Mais c'est parce que les gens ne se reconnaissent pas à leurs exécutifs de communes et de communautés. C'est-à-dire la qualité du vote, la posture du maire aujourd'hui est en adéquation avec les exigences de développement de sa localité de politique, véritablement. Et il y a un autre mal qui particulièrement caractérise le parti de M. Baliga, c'est-à-dire que la discipline du parti fondamentalement. Parce que voyez-vous, il y a des gens, on a vu les parlementaires, on a vu des maires qui veulent faire des choses, mais au nom de la discipline du parti, ils sont obligés, n'est-ce pas, très souvent de se regarder là-dedans. Donc, préalable à l'implémentation du vote, la qualité du vote. Il faut savoir pourquoi on vote, parce que quand le vote se passe bien, les populations fatalement se reconnaissent à leur exécutif et apportent leur contribution au développement de leur localité. Je vous accorde un dernier mot avant de passer au deuxième sujet. Je ne sais pas vous parler politique ici. Je crois que c'est mieux qu'on parle économie et autres, qu'on laisse la politique. Ça va si on va la politique politicienne, on va créer un débat inutile. Pourquoi? Parce que je viens de le dire justement sur il y a un problème de gestion, c'est pour ça qu'on parle de politique. Je voudrais dire ceci, M. Kamga. Je voudrais parler du plan de développement communal qui est fait avec en collaboration avec le programme national de développement participatif. Nous allons dans des mairies, on invite tous les villageois. Moi, j'y ai participé, c'est pour ça que j'en parle. On vous dit, vous avez besoin de quoi dans votre localité? On fait l'énumération des points d'eau, etc., etc. Les populations ne se reconnaissent pas. Et compte tenu des moyens dont on dispose, on fait votre village. C'est comme ça se passe. Donc, mais je dis, cette histoire, les oppositions ne se connaissent pas. Dans les pays où il y a une opposition, le problème c'est pire aujourd'hui. Où l'opposition est arrivée au pouvoir en Afrique, ou bien vous voyez bien ce qui se passe. Au Mali, en Guinée Conakry et autres. Donc je pense que c'est un faux débat sur la politique. C'est facile de dire, oui, les gens ne se reconnaissent pas. Même lorsqu'ils vont se reconnaître, ils vont s'impliquer plus. Très bien. On va donc arrêter là pour le premier sujet et aborder le deuxième qui nous intéresse ce dimanche. Nous parlons de la récurrence des litiges fonciers. Cette question était au centre d'un séminaire atelier cette semaine dans la capitale. Le sujet est d'autant plus important que les affaires liées à cette thématique, les litiges fonciers dans son récurrence ces dernières années dans la presse. Chaque semaine, on a au moins 2 sujets qui reviennent sur la question des litiges fonciers. Et puis, il faut dire que lors de ce séminaire, le ministère du domaine du cadastre et des affaires foncières a lui-même révélé que les affaires foncières occupent 85% du rôle des juridictions administratives et 65% de celui des juridictions judiciaires, d'où donc l'importance du sujet de ce dimanche. Edmond Kamga, cette semaine encore 3 litiges au moins dans la presse. On a parlé de ce problème à Bafoussam, on l'a vu dans la revue de la presse, entre la communauté urbaine et la mairie de Bafoussam 1er. On a parlé des sujets, ce problème à Yassa. On a récemment pour Yassa avec 300 familles au moins en détresse de ce côté-là pour une affaire foncière. Est-ce qu'on peut dire que l'atelier qu'organise le ministère du domaine du cadastre arrive à point nommé ou peut-être un peu tard? Mieux vaut tard que jamais. C'est un atelier important. Je pense qu'on aurait pu le faire beaucoup plus tôt, les années avant. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le problème de terrain se pose. Ça se pose depuis des décennies. Mais ce que ça a pris une proportion telle qu'aujourd'hui, même à l'intérieur, c'est-à-dire avant, c'était des histoires où il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, alors il écrase celui qui n'a pas d'argent. Aujourd'hui, le problème est devenu plus vaste et concerne même entre eux des gens qui ont des moyens. Et particulièrement des gens à l'intérieur d'un même parti qu'on appelle le RDPC. Parce que, pourquoi je prends cette transition? C'est pour parler du cas de Bafoussam. Où vous voyez, n'est-ce pas, la mairie de Bafoussam 1er s'approprie un terrain dans les formes légales. Et puis la communauté urbaine marque à démolir et puis passe à l'action, détruit tout. C'est une querelle entre le délégué du gouvernement. C'est-à-dire, derrière ce problème de terrain entre la communauté urbaine et la mairie de Bafoussam 1er, c'est un problème personnel entre le délégué du gouvernement et le maire de la commune de Bafoussam 1er. Est-ce qu'il y a litige? Et pourquoi je dis que c'est des querelles qui deviennent politiciennes? C'est parce que tous appartiennent au RDPC. Mais dans le passé, on n'a pas vu ce type de querelle à l'intérieur d'une même formation politique. Et qui plus est, le parti au pouvoir. Cela signifie que le problème a pris une dimension grande et qui nous donne l'impression que le parti qui gouverne étale au grand jour, non seulement au niveau national, mais au niveau des communes, n'est-ce pas, des agissements qui ne sont pas de nature
à rassurer les électeurs en 2018. Ça, c'est d'un. Et de deux, concernant, sur le plan technique, il faut dire que l'un des problèmes, c'est que les lois qui existent ne sont pas appliquées. Ou alors sont appliquées à double vitesse. Et il y a eu, pour terminer, un problème sérieux qui est lié toujours au litige foncier, c'est la question des évictions forcées, la question des déguerpissements. Dans la plupart des cas, on se rend bien compte que l'administration n'a pas respecté la loi. C'est-à-dire, on déguerpit les gens avant, sans chercher à savoir là, un site où ils vont être recasés, ce qui est une violation de la loi. Et par la suite, lorsque se pose la question des indemnisations, quand bien même la loi prévoit qu'il faut indemniser d'abord, mais on ne respecte pas l'indemnisation. Donc, la question des litiges fonciers, c'est un problème grave au Cameroun. Ça mérite un débat national. Gabamania, comment comprendre cette récurrence évidente des litiges fonciers aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que c'est devenu carrément une pandémie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tant de litiges fonciers aujourd'hui au Cameroun? C'est quoi le problème? Oui, 3 grilles de lecture, hein, n'est-ce pas? Il y a d'abord l'évolution démographique qui accentue les problèmes qui sont liés à l'appropriation foncière, donc au logement social, et corrélé donc effectivement par ce déficit en logement social. Aujourd'hui, on est à 1 230 000 unités de déficit en matière de logements sociaux. Donc tout ça mélangé fait en sorte que s'installe dans ce qu'on appelle l'autoconstruction et l'autoproduction. C'est chaque individu qui va vers le foncier, très souvent un foncier non constructible, pour s'assouvir, n'est-ce pas, de ces problèmes qui sont liés, n'est-ce pas, à l'appropriation foncière. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un pays de précarité et où les gens n'ont pas une lisibilité, pas une visibilité sur l'avenir. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'ils ont reçu un peu d'argent à la cotisation ou quoi que ce soit, la première démarche, c'est d'aller acheter un foncier. Et malheureusement, leurs moyens convergent vers des terrains non constructibles véritablement. L'autre grille de lecture, c'est que au jour d'aujourd'hui, les insuffisances en matière de gouvernance font la démonstration de ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont détourné de l'argent dans ce pays. Et l'appropriation foncière est devenue un levier de blanchiment d'argent. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les statistiques le montrent, hein, 54,7% des fonds détournés vers la promotion immobilière. Comme on dit chez nous, le terrain ne pourrit pas. Donc, tous ceux qui ont pris de l'argent d'une manière ou d'une autre investissent dans le foncier. Ça crée donc une situation sociale qui veut que c'est le plus fort, donc le plus disant qui s'approprie tous les terrains et qui arrache même très souvent à la limite, n'est-ce pas, les fonciers véritablement. Donc ça crée donc une situation qui installe les gens dans l'illégalité, à la fois dans l'illégitimité fondamentalement. Parce que voyez-vous, au-delà de ça, il y a qu'on ne respecte même pas la règle. Au jour d'aujourd'hui, il est interdit, n'est-ce pas, d'immatriculer un foncier jusqu'à une certaine superficie. Mais je peux vous dire qu'il y a des Camerounais qui ont jusqu'à 200, 300, 400 hectares appropriés aujourd'hui. Ajouté aux dignitaires, vous savez, quand vous prenez la région de l'Ouest aujourd'hui, l'Ouest c'est 6% de 475 400 km². La région, vous voyez un peu le ratio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est 475 400 km². La région de l'Ouest, c'est 6% des 475 400 km². Le département de Ndoun, c'est 52% des 6% de 475 km². Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, quand vous rapprochez ces indicateurs statistiques et vous les croisez avec l'évolution démographique, vous réalisez bien que ces gens de l'Ouest qui représentent aujourd'hui environ 1/5 de la population camerounaise n'ont qu'une partie congrue exploitable. Donc, du coup, ça crée donc une boum. L'idée, c'est d'aller vers d'autres fonciers fondamentalement. Mais là, quand on a dit ça, on comprend bien que il fallait qu'un encadrement de l'État s'installe, parce que nous sommes dans un pays où tout le monde est obligé, libre, n'est-ce pas, de s'installer quelque part fondamentalement. Et il faut qu'il y ait des indicateurs, vous voyez, qui montrent bien que c'est un souci régalien, n'est-ce pas, de l'État à encadrer ces populations. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de récurrence des litiges en zone urbaine, mais elles s'installent fatalement aussi en zone rurale, parce que, voyez-vous, aujourd'hui, il y a des gens, au nom de ce qu'ils veulent promouvoir des activités agricoles, s'approprient des hectares et des hectares à leur propre nom et immatriculent ces fonciers fondamentalement. Et vous voyez donc que c'est un crash en préparation fondamentalement, parce que voyez-vous, quand vous êtes approprié un certain foncier, très souvent dans des zones où vous n'êtes même pas parenté, ça prédispose à une bataille de l'avenir, c'est-à-dire ça pose un problème, peut-être pas de légalité, mais de légitimité, parce que je vous dis que ces gens-là organisent donc l'immatriculation de ce foncier. Et le débat du ministre... Pour chuter, c'est que le débat, ce qui m'a intéressé particulièrement de façon déplacée sur le débat sur le colloque organisé par le MINCAF, c'est que les gens revendiquent, n'est-ce pas, un titre foncier non attaquable, voyez-vous.
dans le contexte que je viens de citer, on ne peut pas faire en sorte que ce document soit non attaquable, parce que je dis que beaucoup de gens se sont installés à la fois dans l'illégalité et dans l'illégitimité. Donc, moralité, c'est un document qui doit rester encore sous le giron et sous le contrôle, n'est-ce pas, des institutions qui nous gouvernent. Maître Bidega, est-ce que cette récurrence des litiges fonciers dénote quand même petit relâchement du gouvernement, de l'administration à ce qui concerne le cadre, donc cadrer tout ce contentieux? Est-ce qu'il y a un relâchement, vous pensez, à un niveau? Il y a le ministère du domaine qui faisait également l'autre constat que tous les litiges fonciers qui sont portés donc, devant les juridictions s'enlisent. Est-ce qu'il y a un problème, par exemple, au niveau de la loi foncière? Comment comprendre? Bon, moi, je ne pense pas qu'il y ait un relâchement. Là, M. Babagnac a commencé à donner une réponse en disant que déjà au niveau du fait qu'il y ait la population s'accroît, nécessairement il y a un peu plus de litiges, mais également la population est de plus en plus informée et cultivée. Et il y a une autre raison, c'est la création des tribunaux administratifs, cette décentralisation qui a eu lieu au niveau du tribunal de la Cour suprême avec la chambre administrative, là maintenant il y a le tribunal administratif pratiquement dans toutes les régions. Donc, du coup, le tribunal administratif, le justiciable est plus près maintenant de la justice administrative et donc très facilement engage des procédures dans ce sens-là. Et donc, je voudrais dire à M. Kambiake, en fait, Kambiake, il n'y a pas que des ministres, il n'y a pas que la communauté et la commune. Hein. Le MINCAF a pour rôle, entre autres, de réguler même au niveau... Il y a des expulsions des ministères. C'est-à-dire un ministère est dans un local qui n'est pas le sien, on vient l'expulser. Donc ce n'est pas forcément l'histoire politique que c'est le parti X ou le parti Y. Donc si quelqu'un est en tort, on peut l'expulser. Alors je voudrais dire également, là c'est pour le déplorer, que on l'a évoqué tout à l'heure, on a eu des cas où on a cassé des gens en se disant que dans des jours qui viennent, dans les mois qui viennent, il y a, le projet pourra réaliser, et il n'a jamais été réalisé. Prenons le cas de Ntapa à Yaoundé, ça pose problème. Prenons le cas de Koti PK 14, on a cassé des maisons depuis longtemps, des gens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur gagne-pain. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de construire sur les mêmes emprises qui avaient été considérées comme emprises de l'État. Il n'y a jamais eu indemnisation. Voilà, je pense que c'est des choses qu'il faut déplorer. De la même manière qu'il a parlé de guépissement, même lorsqu'on a des titres fonciers. Moi, je suivais hier l'intervention de M. Abonaberi au niveau des Sodico, au niveau de l'hôpital, qui disait qu'on a cassé sa maison, son immeuble. Je crois qu'il y a une banque qui était dans cet immeuble-là, et le préfet disait qu'on a payé, on a cassé moins que ce qui était prévu, etc. Il y a donc tous ces problèmes d'indemnisation qui se posent, etc. Mais seulement, il faut dire quand même que, comment je vais dire ça, il faut dire qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, on est obligé de passer par là. Ce qui m'embête, c'est qu'au-delà même de ces grands, appelons ça ainsi, qui vont dans nos villages et prennent des détails, même entre les deux villageois, sur des terrains dans un espace qui est totalement vide, mais parce qu'on va dire que ça c'est le terrain, la tombe de mon père, pour utiliser le langage du truc, il y a eu des procès qui passent tous les jours au tribunal et qui ont pour effet malheureusement de créer des haines entre les membres d'une même famille, des cousins directs, tout simplement parce que l'un a pris 1 mètre ou 2 mètres sur le terrain à supposer appartenir à son frère ou à son voisin. Et je pense que ça également, il faut combattre cela. Nous reviendrons à vous tout à l'heure, maître, pour d'autres précisions. Allez-y, M. Dubé, vous voulez réagir? Bon, en écoutant les autres panélistes, je me disais, est-ce que nous sommes dans le même monde? J'ai dit, nous sommes dans une situation à peu près normale. Cela veut dire que on a mis en place un mécanisme, la loi foncière, et une survivance, le domaine villageois, qui font que fatalement, dans cette affaire-là, les gens vont se heurter. Ils vont se heurter parce que ceux qui pensent qu'ils sont dans le domaine souverain villageois pensent qu'ils ne sont pas astreints à la loi, ni au respect, ni à son application. Cela veut dire concrètement qu'il faut que notre pays soit sérieux. Nous avons opté pour une économie capitaliste.
Et dans une économie capitaliste, la terre est une marchandise. Il faut régler clairement les procédures de vente et de cession de cette marchandise-là. C'est le fait de n'avoir pas harmonisé tout cela dans l'espace national qui crée des situations où quelqu'un va, parce que au quartier, il a prêté 200 000 francs à son voisin qui est un propriétaire terrien. Le propriétaire ne lui a pas remboursé ça. Va considérer que à partir de maintenant, le terrain là m'appartient. Parce qu'il m'a donné le titre foncier en garantie. Et même s'il n'est même pas la procédure jusqu'au bout. Et tant qu'on n'aura pas de règles claires pour gérer notre foncier, on va avoir des situations comme ça. Si on a un guichet unique où on dit que c'est chez le notaire qu'on achète le terrain, ça doit se faire avec tel et tel et tel. Et une fois que c'est là, la procédure pour faire le titre foncier est automatique, gérée par le notaire. Que ce ne soit plus une affaire de particulier. On va avoir des choses claires. Tant qu'on est dans des... Oh oui, j'ai reçu ça de mon grand-père. Les gens se réveillent un matin et puis on leur dit que ah, mais votre grand-père avait une dette. Et c'est le terrain là qui avait rien qu'on garantit. Donc, partez. Très bien. Vous voulez réagir? Oui, non, disons qu'on ne restons pas dans la périphérie, hein, parce qu'en réalité, dans tous les pays où ça marche, les problèmes fonciers, c'est parce que l'État est au centre de l'équipement et de l'aménagement des sites. Je crois qu'il faut tendre vers les solutions idoines fondamentalement. Je crois qu'il faut renforcer les capacités de la maïture, renforcer les capacités de la MAXI pour ce qui concerne les zones industrielles et créer ça. J'ai une proposition que je fais au chef de l'État en son temps. Il est impératif et impérieux de créer, n'est-ce pas, une mission d'aménagement et de gestion des zones agricoles. Parce que je vous ai dit que c'est un critique. Un aménageur public pour l'accès au logement social, un aménagement public pour l'accès à l'industrie, un aménagement public pour la promotion, n'est-ce pas, de l'agriculture fondamentalement, parce que chaque fois vous donnez la possibilité aux gens, et puis un encadrement des populations, des autochtones sur l'immatriculation de leur site, parce qu'il faut les accompagner. L'idée, c'est d'aller vers une institution. L'émergence nous impose deux choses essentielles, la spécialisation et la division du travail. Albertine, vous n'avez plus le temps pour vous, à la fois de travailler et d'aller négocier avec un riverain pour acquérir un terrain. Allez dans un guichet, vous regardez en fonction de vos moyens, vous achetez un foncier, paraît que vous achetez un logement, paraît que vous donnez en concession 1 ou 10 hectares de terrain à la mission d'aménagement de zones agricoles pour développer votre agriculture. Chaque fois, vous donnez la possibilité aux populations de s'assouvir par eux-mêmes les problèmes qui sont axés à la propreté foncière. Ça pose des dysfonctionnements de l'appareil d'État, ça pose des problèmes de filouterie, etc., etc. Et puis, je pense que ces propositions ont une force en ce sens qu'en réalité, elles permettent aussi de réguler fondamentalement. Je vous ai signifié quelque chose de très important. Ne négligez pas cet aspect des choses. Aujourd'hui, l'accès à la propriété foncière est devenu un argument de blanchiment d'argent pour ceux qui ont de l'argent caché dans les matelas. À défaut de les mettre dans les institutions financières, aujourd'hui, on converse cet argent. Donc, il faut protéger les populations par rapport à ça. Je dis que l'accès à la propriété foncière impose deux choses essentielles. À la fois la légalité, mais ensuite la légitimité. Cette idée de faire des projets à taille humaine, cette idée de reconnaître quand même que le terrain appartient à l'État. C'est pour ça que c'est cet État qui doit réguler, organiser et mettre au service, n'est-ce pas, toute cette organisation au profit des populations qui doivent vaquer à leurs occupations. Vous n'avez pas vocation à la fois d'aller acheter votre terrain, d'acheter les matériaux de construire, etc. Une vocation d'aller chercher un terrain pour un projet agricole ou alors pour un projet industriel. Très bien. Maître Bilia, je disais tout à l'heure, je viens à vous parce que il y a un élu du peuple qui a réagi dans la presse cette semaine et qui estimait, par exemple, que, parlant de ce séminaire qui a été organisé à Yaoundé, que le temps n'était plus aujourd'hui à faire des débats et qu'il fallait quelque chose que les députés avaient revendiqué, une révision de la loi foncière. Est-ce qu'elle est si mauvaise, cette loi, vous qui êtes... Oui, moi je reprendrai non. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas si mauvaise en réalité. La loi est claire sur le foncier. Les terrains appartiennent à l'État d'une manière générale. Oui. C'est clair et net. Donc si vous voulez acquérir un terrain, vous avez deux possibilités. Vous obtenez un titre foncier ou vous avez une concession. C'est deux possibilités. Pour acheter un terrain chez un tiers, il faut que cette personne ait un titre foncier parce que vous allez le passer chez le notaire. La vente, pour être valable, doit être faite chez le notaire.
Or, pour que ce soit fait sur le notaire, il faut que ce soit un terrain titré. Donc, tout ce que nous faisons parfois en allant chez le commissaire, on fait des signatures, un acte de vente, signature, en réalité, ce n'est pas une vente. Ça expose à ce qu'on appelle des escroqueries foncières, qui est une infraction. Par rapport à ça, je pense que c'est suffisamment clair. Toutefois, l'État reconnaît quand même que les communautés ont des droits sur les terrains. C'est la raison que lorsque la communauté, par exemple, lorsqu'il faut immatriculer un terrain, on voit un titre foncier, on leur demande parfois, on demande leur avis. Ça pose parfois de problèmes. Ça a posé beaucoup de problèmes au tribunal dans la zone qu'on appelle, avec cette histoire, dans la route Razel, vers PK13, PK14, etc. Parce qu'à l'époque, et je vais en parler un peu plus vite quand même, on avait installé les personnes là-bas lorsqu'on voulait faire la route Razel, qu'on appelle la route Razel, celle qui part de Dokoti, qui arrive à aider en passant par Bonepoupa et autres. Et on avait installé des gens qui venaient de toutes les régions de Cameroun pour pouvoir exploiter, pour pouvoir rendre la zone habitable avec le risque de... parce qu'il y avait les maquisards et autres. Et il se trouve que lorsque la ville arrive, lorsqu'il arrive, la ville, l'urbanisation arrive à ce niveau-là, ceux qui étaient, appelons ça des autochtones, qui habitaient Douala, on va dire peut-être Bonapriso et autres, se sont rappelés qu'ils avaient un village qu'on appelait Dobessou, qu'on appelait de Paume, qu'on appelait ci, qu'on appelait ça, et qui entreprennent donc de rentrer dans leur village. Or, pour pouvoir obtenir un titre foncier, il y a entre autres comme question, et comme condition, la mise en valeur. Oui, la mise en valeur. Les pionniers, ils disent, mais nous, c'est nous qui avons mis en valeur, on a trouvé une forêt, c'est nous qui avons fait ci. Les autres disent, oui, mais pour que même si on a mis en valeur, la loi dit que nous devons, nous également, pour nous prononcer, donner notre avis pour pouvoir obtenir un titre foncier. Ça pose quelques petits problèmes. Donc, je dis, toute loi est évolutive et doit être améliorée. On doit pouvoir améliorer. Mais appliquons déjà celle qui est là. Malheureusement, on ne l'applique pas. C'est ça le vrai problème en réalité. Et non, comme il y a quand même un scénario aussi, en récurrence, c'est ces personnes qui ont beaucoup d'argent, qui, par enchantement comme ça, se retrouvent propriétaires d'un terrain quelque part où il y avait déjà installé. Est-ce que ça ne pose pas aussi, on revient à ce problème du gouvernement qui encadre les populations. Comment comprendre, par exemple, qu'il y a des populations quelque part pendant une vingtaine d'années, puis subitement, il y a quelqu'un qui jaillit et qui est propriétaire de terres là-bas. Il y a vraiment un problème et puis ça revient. C'est un vaste débat, mais je commencerai par dire que Maître Biliga a parfaitement raison. La loi qui existe est simplement mal appliquée. On ne l'applique pas. Soit on ne l'applique pas, effectivement, soit c'est mal appliqué. Ça, c'est le préalable que je voulais dire. Maintenant, concernant ces personnalités qui, du jour au lendemain, deviennent propriétaires d'hectares, de beaucoup de surface, beaucoup de terrains en zone urbaine comme en zone rurale, mais c'est simplement parce qu'il y a eu ici, sur ce plateau comme ailleurs, un vaste débat pendant qu'on adoptait le code pénal. Il y a des dispositions qui n'existent pas dans ce code pénal. Et parmi ces dispositions, il y en a au moins 2. Donc, leur présence aurait aidé à régler ce genre de problème. Lesquelles, par exemple? Une disposition qui sanctionne l'enrichissement illicite. Ça n'existe pas. Une disposition qui fait en sorte que la non-déclaration des biens soit une infraction. Ça n'existe pas dans ce code pénal. Commençons par le premier. L'enrichissement illicite qui n'existe pas. Aujourd'hui, les Camerounais, enfin un certain nombre de personnalités, peuvent encore se permettre ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils sont propriétaires d'hectares et d'hectares. Les populations autochtones ont beau crier, pleurer, ça ne dira rien à personne. Puisqu'entre-temps, il a immatriculé. Mais puisqu'entre-temps, il a immatriculé. Mais si cette loi existait, on aurait interpellé ce monsieur pour posséder autant de terres, d'hectares. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? D'où vient cet argent? Mais c'est le code pénal qu'on a adopté est insuffisant, il est même mauvais pour les dispositions qui existent. Moi, je parle des dispositions qui auraient dû exister pour éviter ce problème. Il y en a qui existent qui sont mauvaises. Oui, il y en a qui existent qui sont mauvaises. 322 est dépréciatif. Et je dois dire, il y a même beaucoup de contradictions. On peut également avoir de l'argent sans que ça soit illicite. Oui, on peut avoir de l'argent sans que ça soit illicite. Mais au moins, on peut le justifier. Et acheter des détails. Mais il faut qu'il y ait des dispositions qui permettent de justifier. Ça ne règle pas fondamentalement le problème. Si les dispositions permettaient de justifier, je crois qu'on renforcerait la légalité et ce que Babanjo a appelé tout à l'heure la légitimité. On aurait des citoyens responsables. Très bien. Face à un État régulateur responsable également. Ça renvoie au vous voulez réagir, oui. J'ai dit, moi je pense que la loi est mauvaise. Elle est mauvaise parce qu'elle est responsable de 2 types de situations que l'on décrit.
c'est à travers les concessions qui sont prévues dans la loi qu'il y a les abus là, parce que j'ai mis en valeur. Ça ne devrait pas se passer comme Ça ça. ne devrait pas se passer comme ça. C'est pour ça que je disais dans ma première intervention qu'il faut donner à la terre sa caractéristique de marchandise. C'est un produit marchand. C'est un produit marchand. Donc, on ne peut pas dire Parce que tu vas te brancher à Eneo et puis tu payes parce que tu vas faire le ménage là-bas. Il y a un prix. Et il faut que le cadre soit bien tracé. C'est comme ça qu'on évite que l'enrichissement illicite vienne mettre en danger les propriétés des autres. Très bien. Premier élément. Deuxième élément. Dans la partie du titre foncier, les ventes continuent à être valorisées par le titre foncier alors qu'ils ne sont pas passés par le notaire. Comment ça se fait? Ça veut dire que les dispositions ne sont pas dans la loi qui font que si tu ne passes pas par le chemin est prévu, tu ne peux pas avoir le titre foncier. Très bien. Alors, le temps passe très vite, hein, malheureusement. On va arrêter là pour ce second sujet. Et puis un mot, je l'ai dit à l'entame, ce sera juste un mot sur cette information que la presse a rendue publique cette semaine, le non-renouvellement du contrat de la Camerounaise des eaux. C'est une information qui est donc contenue dans plusieurs journaux parus cette semaine. On apprend que l'entreprise donc marocaine va cesser ses activités après 2018. Il vient de passer donc 10 ans d'activité au Cameroun. Alors, les journaux ont traité ce sujet de Moncamdia. Je commence toujours par vous, mon consultant. Quasiment tous, c'est pas une surprise quand même que pour les journaux que ce contrat ne soit pas renouvelé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? C'est les mauvaises performances de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça devait arriver, cette rupture de contrat? Ou alors ce non-renouvellement du contrat? Je dois dire simplement que peut-être pour une fois, le gouvernement est à l'écoute du peuple. Parce que vous savez, l'eau ou l'énergie en général est un secteur stratégique. Et lorsque l'on sait comment est-ce que cette structure, enfin ce partenaire, n'est-ce pas, qui a occupé le terrain dans ce domaine-là, a géré, a exécuté son contrat, il n'est pas certain qu'il y ait eu la satisfaction générale des populations. Il y a une insatisfaction réelle des populations au niveau des attributions ou de la gestion ou du fonctionnement de la Camerounaise des eaux. Et je pense que si l'État ne reconduit pas le contrat, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Il faudrait que l'État se réapproprie. Il faut peut-être préciser que la nouvelle n'est pas encore officielle puisqu'on a approché la CDE. Elle n'est pas encore officielle, mais c'est la tendance. Vous savez, la presse a donné l'information. Oui. Puis il y a de fortes chances que ce contrat ne soit pas reconduit. Je dis par empressement ou par précipitation que si ce n'est pas reconduit, si c'est au profit de l'État du Cameroun pour reprendre les choses en main, pour que l'État puisse mieux gérer ce domaine, je dirais ce ne serait pas une mauvaise chose. Parce qu'en réalité, sur le terrain, on se rend bien compte que les Marocains n'ont pas apporté tout ce que l'on attendait. Alors, Maître Bilika, on va aller rapidement, on arrive au terme de l'émission. On peut dire que 8 ans après la réforme qui a abouti donc à, je vais parler d'éclatement de la SINEC en 2 sociétés, la CAMWater, la CDE, on est toujours à 20%. L'accès des populations qui ont accès à l'eau potable, c'est 20%, chiffre officiel. On peut dire que on n'a pas réussi le pari de ce côté-là. Ça, c'est évident qu'on n'a pas réussi le pari. Mais seulement, est-ce que c'est la faute de la CDE? Parce que faut noter quand même que la CDE, comme vous l'avez si bien dit, il y avait d'abord la SINEC. Oui. Il y a CAMWater, qui a un rôle à faire, qui est pour produire de l'eau. Oui. Et la CDE, c'est pour la distribution de l'eau. On ne peut distribuer que si on a. Pour qu'on distribue, il faut d'abord que l'eau soit là. Je crois. Donc, ce que je dis, c'est il faut peut-être regarder très bien ce qu'on a pu, dire les raisons exactes de l'éventuel non-renouvellement pour pouvoir apprécier si oui ou non. Mais ce qui est clair pour chaque Camerounais, pour nous les Camerounais, c'est pour nous qui avions le contrat avec la CDE, c'est qu'on n'a pas de l'eau. Il n'y en a pas.
Moi, depuis 6 mois, je n'ai pas une goutte d'eau. Est-ce que c'était donc finalement opportun d'avoir 2 entreprises pour qu'on en est arrivé là aujourd'hui? Ils ont peut-être pensé que c'est la meilleure solution en faisant de l'affermage pour l'affermage d'une concession. Peut-être que c'est la meilleure solution. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine de l'eau. On l'a fait dans le domaine de l'électricité. On l'a fait dans le domaine du transport de train, avec Bolloré et Camrail. Donc je dis, l'État, ceux qui réfléchissent à notre place, peut-être qu'ils ont pensé que c'est la meilleure solution, mais comme je dis, nous sommes tous des êtres humains, donc on peut se tromper et rentrer en arrière. S'ils estiment aujourd'hui qu'ils se sont trompés et qu'il faut rentrer en arrière, c'est une bonne décision. Service, une entreprise privée qui remplit quand même des missions de service public, c'était imposé aussi quand même. Oui, je commence par dire que c'est une bonne idée. Hein. Ça montre bien que ce pays est gouverné malgré les insuffisances et que celui qui nous gouverne a une vision. Il faut donc partager les recommandations. Donc, l'écoute du peuple. Ça demande qu'il tient les manettes et qu'il les regarde sur des aspects particuliers. Mais voyez-vous, quand on a dit ça, encore une fois de plus, il faut implémenter la vision. Parce que je crois que c'est une meilleure décision. Mais il faut profiter justement pour installer une autre dimension de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut nationaliser le partenariat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a envie de dire qu'il faut endogéniser les partenaires. C'est une occasion, n'est-ce pas, d'expérimenter une autre approche de développement, celle qui consiste à faire en sorte que ce soit une société à capitaux camerounais qui gère la distribution. C'est-à-dire que c'est une bonne partie des Camerounais, des citoyens camerounais qui prennent des actions et créent une société et gèrent à la fois l'eau, l'électricité fondamentalement. Donc c'est une dimension macro, n'est-ce pas, de la décentralisation qui met à l'épreuve le citoyen. Quand on le met face à ses responsabilités, on dit bon écoutez, voilà, le Marocain c'est terminé, constituez une société à capitaux camerounais et mettez-vous à l'œuvre. Et l'expertise ne manque pas. Et c'est pas l'expertise qui manque. Mais moi je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que je suis un gestionnaire et j'ai du mal à comprendre que les performances d'une entreprise soient gérées par la rue. C'est-à-dire C'est-à-dire que aussi bien la lettre, l'instruction du président de la République au ministre des Mines d'avril ne dit pas quelle est la faute de la CDE. Elle dit seulement qu'il ne faut pas renouveler. Je pense que ce n'est pas bon. Vous êtes en contrat. Si un des partenaires, une des parties, ne remplit pas son rôle, il faut dénoncer qu'elle n'a pas fait ceci et ceci et cela. Je pense que notre démarche... De la question de Maître Bilika, est-ce la faute de la CDE, la situation aujourd'hui dans le secteur? Deuxième chose, nous étions quelques-uns dans ce pays à dire que la gestion de l'eau et de l'électricité est une affaire de souveraineté. Oui. Donc, ni les privés, camerounais, ni étrangers ne peuvent pas avoir la logique qui permet de nous donner satisfaction et de gagner de l'argent. L'État a choisi de donner aux des privés qui sont venus gagner de l'argent au Cameroun. Aujourd'hui, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. Et dans la lettre instruction, il était dit, demandé au ministre de prendre des dispositions pour qu'on aille vers, si possible, une renationalisation. Un retour à... Et je vois que des parcelles d'informations commencent à sortir, et ça, on n'en parle plus. Donc, ça prépare des manœuvres. Je rappelle en passant que la privatisation de la SNEC a pris 20 ans. 20 ans pour qu'on y arrive. On a donné la concession à un moment à la Lyonnaise des Eaux. Elle est restée 3 ans sans rien dire. Il a fallu que le FMI lui forcément disant que tu fais quoi avec l'affaire? Tu t'es porté candidat, tu as gagné, et puis tu n'es en train de rien faire. C'est-à-dire que tout ce qui se passe autour de l'eau et de l'électricité dans notre pays a quelque chose de malsain. C'est vrai que pour le contrat de la CDE, là, le contrat de la CDE, c'est pas notamment la privatisation complète, hein, l'affermage, il y a peut-être une nuance quand même. Mais c'est elle qui sait. Je termine en disant que cette affaire-là, où on laisse la CDE, si ça devait être prise là maintenant,
on laisse la CDE sans avoir pris des mesures qui nous protègent jusqu'en 2018, nous courons vers le désastre. Et c'est l'eau. Non, on n'est pas dans la production, on est dans l'exploitation. Très bien. La commercialisation. L'impact ne serait pas aussi grand. Non, je termine en disant que, je crois que quelqu'un dit ça tout à l'heure, on ne peut pas jeter la pierre à Kamwata. Quand on regarde les statistiques produites par la CDE, 2/5 de l'eau qu'elle reçoit n'est pas facturée. Alors, très bien. On va donc arrêter là, tout en précisant que cette information qui a été révélée par la presse n'est pas encore officielle, puisqu'il s'agit des informations que la presse sait souvent avoir un peu avant que l'événement arrive au devant de la scène. Ce sont des indiscrétions. Des indiscrétions. Mais nous disons que si l'État avance dans ce sens, c'est une bonne nouvelle. Et il faudrait que des mesures soient prises pour nationaliser ce... Faire marche arrière n'est pas une faiblesse. C'est un signe de sagesse. Très bien. Alors, peut-être que quand cette information sera officielle, on aura des raisons de la rupture de contrat. Alors, merci à vous, monsieur, d'être venu. Merci Edmond Kambia. Merci Diko Bonjour d'être venu sur notre plateau. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Gabin Bagnac. Merci, maître Biligha. Merci à vous, chers messieurs. Merci aussi à notre technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Passez le bon moment en compagnie des programmes d'Equinox qui se poursuivent. Bon dimanche à tous.